La présentation suivante va être faite par le docteur Benjamin Bottet de Rouen, 10 ans d'implémentation de la chirurgie robotique. Est-ce que Jean-Marc, tu veux le présenter? Je peux le présenter, voilà, Benjamin Bottet, il est chef de clinique à Rouen, il est arrivé il y a 10 ans, voilà, donc lui, il n'a connu dans son parcours chirurgical que du mini-invasif et un peu de chirurgie ouverte, voilà, donc c'est cette première génération qui a connu l'assistance par l'image, la robotique, voilà, je ne sais pas si tu m'as déjà vu faire une thoracotomie, oui, en urgence peut-être, voilà. Ouais. Bon, Ça voilà. doit se compter sur les doigts de la main. Voilà, merci pour cette présentation. Chers maîtres, chers académiciens, chers consoeurs, chers confrères, je vous remercie de me donner l'opportunité de vous présenter un peu plus que 10 ans, 12 ans d'expérience en chirurgie robotique thoracique, de passer de un chirurgien robotique à une équipe entière de chirurgiens robotiques. Il est important de parler du développement de la chirurgie mini-invasive, tant le développement de la chirurgie robotique est lié à cette culture. La chirurgie vidéo s'est développée dans les années 90-2000 à travers le monde et auprès de différentes équipes. C'est dans les années 2010 qu'elle a pris son élan en France, période marquée par des publications scientifiques mettant en avant ses avantages pour les stades précoces. Cependant, elle présente des inconvénients, un espace de travail limité du fait de l'absence d'écartement costal, une peu de flexibilité dans l'instrumentation, compliquant la dissection du hile pulmonaire, une absence de standardisation avec la possibilité de mettre un seul trocar, voire 4 ou 5, des voies antérieures, postérieures, totalement endoscopiques, sous-xiphoïdiennes, qui rend une harmonisation de la formation des jeunes plus compliquée. Il a été montré que pour ces techniques, la learning curve était plus élevée et la chirurgie vidéo est bien développée pour les stades précoces, mais rencontre des limites dans les stades avancés. C'est en réponse à ces inconvénients que la chirurgie robotique a émergé, offrant des solutions en réponse aux limitations de la chirurgie vidéo. Alors, quels sont les avantages de la chirurgie robotique? On a une ergonomie chirurgicale avec un chirurgien qui est assis à une console, directement immergé en haute définition et en 3D sur sa cible opératoire, pouvant accéder aux confins du thorax inférieur et supérieur. L'instrumentation est articulée à 360 et la possibilité d'être ambidextre. Comme on l'a vu dans les présentations précédentes, il a la possibilité d'avoir une double console, un peu comme l'auto-école, pour pouvoir former les jeunes chirurgiens. Directement intégré dans la console, on peut être assisté par l'image avec des reconstructions 3D, de la fluorescence. Et bien sûr, on a l'usage en routine du capnothorax qui facilite la dissection. Alors, cette chirurgie robotique s'est développée au cours des années 2000 au niveau international et pour la chirurgie pulmonaire, mais aussi pour la chirurgie médiastinale. En 10 ans, en l'espace de 10 ans, la technique robotique s'est standardisée avec l'utilisation en routine du 4e bras. Dans la même période, certains auteurs ont mis en doute l'utilité de la chirurgie robotique, soulignant que la chirurgie robotique n'apportait pas de bénéfices par rapport à la chirurgie vidéo, mais surtout qu'elle engendrait un coût significativement plus élevé. Mais qu'en est-il 12 ans après, étant donné qu'on parle toujours de la chirurgie robotique? Les données de méta-analyse montrent que la chirurgie robotique, pour des stades précoces, est sûre et faisable en comparaison avec la vidéo, que les résultats à court et à long terme en robot vidéo sont identiques. Concernant le coût d'une procédure robotique, celui-ci tend à diminuer à mesure que l'expérience du chirurgien augmente, rendant donc plus acceptables les coûts pour le système de santé. Cette étude récente franco-nord-américaine a montré que le rapport coût-efficacité d'une lobectomie robotique était similaire à celui d'une chirurgie vidéo. Mais quel bénéfice peut-on avoir de la chirurgie robotique? Alors, tout d'abord, chez les patients obèses, donc, il a été montré qu'il y avait moins de conversion en chirurgie robotique versus la chirurgie vidéo chez les patients obèses. Le chirurgien Dr Serfolio, il a montré que la chirurgie robotique avait un rôle crucial dans le curage ganglionnaire, en particulier dans les stades avancés avec envahissement ganglionnaire.
Ces observations, cette étude corrobore les observations de Cerfolio, montrant que pour des lobectomies complexes, c'est-à-dire avec envahissement ganglionnaire localement avancé ou avec des traitements néoadjuvants, il y avait pour la chirurgie robotique un taux de conversion qui était moindre par rapport à la chirurgie vidéo. Alors, si on reprend les avantages et les inconvénients de la chirurgie robotique, donc pour les inconvénients, on n'a pas de retour de force, mais cela se compense avec la vision du chirurgien. On a un coût plus élevé, mais qui, avec l'expérience, tend à diminuer. La logistique reste complexe et l'accès peut être parfois difficile. En effet, la plateforme robotique se partage avec d'autres spécialités. On a un effet sur la formation, un peu un effet d'ombre, et la sécurité, la communication d'équipe est complètement bouleversée par rapport à la chirurgie ouverte et la chirurgie vidéo. Cela doit être bien intégré et bien compris par les équipes. Et on peut même avoir ça peut être même source d'amélioration des compétences non techniques. On rajoutera dans les avantages une standardisation de la technique, un bénéfice chez les patients obèses et dans les stades avancés, et ça facilite le curage ganglionnaire. Je vais vous présenter des données du groupe robotique à partir de la base Epitor. Donc actuellement, il y a 64 centres de chirurgie robotique avec 174 chirurgiens qui ont réalisé plus de 13 000 interventions robotiques. Donc on voit depuis 12 ans une augmentation importante du nombre de chirurgiens ainsi que du nombre de centres, avec le tout premier centre et le tout premier chirurgien, c'était en 2008. Voici la liste des 33 centres, ce qui représente 50% des centres ayant rentré plus de 100 malades. Donc on en parlait dans les présentations précédentes. 2016, premier croisement de courbe entre la chirurgie vidéo et la chirurgie ouverte, hein, montrant l'adoption de la technique mini-invasive. Et la même tendance se dessine pour la chirurgie robotique. Hein. D'ici quelques années, on va avoir un croisement de courbe avec la chirurgie ouverte et la chirurgie robotique. Et en 2023, on a une baisse importante de la chirurgie vidéo au profit de la chirurgie robotique. On l'a vu dans la présentation précédente, hein, on va vers une tendance à l'épargne parenchymateuse et on voit que pour l'activité robotique, hein, il y a de plus en plus de segmentectomies réalisées par rapport au nombre de lobectomies. Alors, l'intérêt grandissant pour l'utilisation de cette plateforme robotique soulève une question cruciale sur la formation des jeunes générations. C'est dans cette optique que la SFCTCV a mis en place depuis 4 ans un séminaire de simulation de 2 jours en chirurgie cardio-thoracique pour, entre autres, former les jeunes chirurgiens à des techniques fondamentales et avancées en chirurgie robotique. Plus récemment, la SFCTCV, en partenariat avec la société Intuitive, a lancé un tour de France en chirurgie robotique pour permettre à de jeunes chirurgiens thoraciques débutant leur activité robotique de pouvoir se former dans des centres d'excellence. Ces années d'expérience ont permis la création d'une technique appelée la French lobectomie. Cette méthode standardise une procédure robotique en définissant 5 zones d'intérêt pour faciliter l'enseignement, la formation pratique, mais aussi l'évaluation des compétences des apprenants. Je vais vous présenter, pour finir ma présentation, 3 cas de chirurgie robotique. Alors, vous allez voir que la première est un peu semblable à celle de mes confrères. Et donc, il s'agit d'une segmentectomie robot assistée pour 3 lésions en verre dépoli. Donc, mes collègues ont bien insisté sur l'importance du 3D pour visualiser les différentes lésions. Donc, il y en avait une dans le lobe moyen, une dans le segment S1 et une dans le segment S2. Donc, je vais avancer un petit peu. Donc, bien sûr, ça nous permet d'avoir aussi de connaître les structures bronchovasculaires et de déceler d'éventuelles variations anatomiques, de bien connaître les vaisseaux qui doivent être sectionnés pour réaliser la segmentectomie.
Et vous voyez, ce qui est intéressant, comme je vous le disais dans les avantages, c'est que on peut intégrer directement dans la console les reconstructions 3D. Donc le chirurgien, il n'a pas besoin d'avoir un écran à côté ou en face. Il les met directement, il connecte son téléphone directement avec la plateforme et donc il fait bouger ses reconstructions pour les mettre directement dans la même position que le patient. Pour pouvoir s'assurer de la section de la bonne structure. Donc, deuxième cas, il s'agit d'une patiente de 62 ans présentant une tumeur endobronchique au niveau de la bronche souche gauche. Par voie robotique, on va aller ouvrir la bronche souche gauche, visualiser donc la tumeur endobronchique qui est au niveau de l'éperon des deux lobaires. On va aller la réséquer. On va ensuite libérer les deux bronches et s'assurer des marges de résection. Donc, grâce aux instruments articulés, il est assez facile de faire des sutures, les sutures bronchiques, ce qui est beaucoup plus difficile en chirurgie vidéo. Donc là, on va recréer un éperon et rapprocher les deux bronches, la lobaire supérieure et la lobaire inférieure. Ensuite, on va utiliser des fils crantés, des fils bardés pour faire deux hémisurgés pour rapprocher la bronche souche gauche des deux lobaires. Et à la fin, on va tester l'étanchéité des sutures. Vous voyez, la radiographie post-opératoire ne montre pas d'atélectasie. La bronchoscopie à 1 mois montre une bonne perméabilité des deux bronches lobaires. Le dernier cas, il s'agit d'une résection d'un schwannome trachéal par voie robotique. C'est un patient qui est sous ECMO. Donc l'ECMO a été installé en décubitus dorsal, puis le patient a été positionné en décubitus latéral. Donc on va aller aborder la trachée en latérotrachéal droit. On va ouvrir la plèvre médiastinale et on va faire attention de bien la garder pour pouvoir l'utiliser comme lambeau à la fin de l'intervention. On va disséquer toute la trachée, on va faire un curage ganglionnaire. Et ensuite, on va ouvrir la trachée pour réséquer le schwannome. On va utiliser les mêmes fils que précédemment, donc des fils crantés pour faciliter le maintien des sutures. Et donc, on va rapprocher anneau cartilagineux avec anneau cartilagineux et membraneuse avec membraneuse. Et progressivement, on va serrer les surjets. Donc, on va de nouveau tester l'étanchéité des sutures. On va libérer la plèvre médiastinale pour pouvoir et l'interposer au niveau des sutures comme lambeau. On va de nouveau tester l'étanchéité et appliquer un patch de Tacosil à la fin de l'intervention. La bronchoscopie à 1 mois. Pas de fistule. Et la bronchoscopie à 2 mois.
En conclusion, la chirurgie robotique, il y a une montée en puissance de la chirurgie robotique en France. C'est devenu un outil indispensable du chirurgien thoracique moderne. Elle a montré des avantages spécifiques par rapport à la chirurgie vidéo, en particulier dans les stades localement avancés, chez les patients obèses. L'apprentissage et la maîtrise de cette procédure robotique devient essentiel dans le cursus des jeunes chirurgiens. Néanmoins, il faut rappeler que cette procédure a un coût, que la logistique peut être importante et que l'accès peut être rendu difficile. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Benjamin. C'était à nouveau une très, très belle présentation, très technique, très pratique, très bien illustrée. Je voulais commencer la discussion à propos du coût. L'appréhension du coût de la robotique a plusieurs aspects. Il y a d'abord l'acquisition de la machine, il y a ensuite la durée d'utilisation de la machine pour chaque intervention, et enfin tout ce qui est consommable pour l'intervention. Est-ce que vous avez, premier aspect, si vous voulez, est-ce qu'il y a en France, dans toutes les unités de chirurgie thoracique, à disposition un robot? Je ne pense pas encore, mais pour les chirurgiens, dans tous les centres, oui, pour le. Là où on fait de la chirurgie thoracique. Je saurais. Oui, je pense que tous les centres universitaires sont équipés maintenant de chirurgie, de plateformes robotiques. Et il y a 60 plateformes robotiques dans les services de thoracique. Donc, quasiment tous les services dignes de ce nom ont une plateforme robotique. L'accès, ensuite, c'est différent. Est-ce que c'est un accès complexe ou est-ce que c'est un accès… Voilà, ça, c'est différent. Mais je pense que quasiment tous les services, à l'heure actuelle, ont un accès plus ou moins difficile, mais ils ont un accès. Donc, un partage de matériel avec les autres spécialités. Oui. Voilà. Donc, vous avez par exemple à Rouen une journée, 2 journées, ou ça dépend de vos programmes? Alors, on est un petit peu chanceux à Rouen parce qu'on a 2 robots. Voilà. Oui. Ce qui permet de le partager avec les autres spécialités. On a des chirurgiens digestifs qui en font peu. Donc, les urologues ont monopolisé un robot, les gynécos en font aussi peu et les chirurgiens pédiatriques peu. Donc, ce qui fait qu'on a accès à… Quasiment un robot. Voilà. Voilà, d'accord. À Saint-Brieuc, vous avez donc un robot. Oui. Est-ce que dans d'autres centres hospitaliers privés ou publics non universitaires, il y a des robots dans tous ceux où on fait de l'activité thoracique? Vous ne savez pas? Comment? Il y en a très peu dans les. Je n'ai pas le compte exact, hein, mais je sais qu'il y en a peu. D'abord, il y a peu de chirurgie thoracique en dehors de l'université, et les autres sont dans les centres privés. Dans les centres que je connais, à part Argenteuil, où il y a 2 robots, je ne connais pas d'autres chirurgies thoraciques faites dans la partie des hôpitaux généraux. Et à Saint-Brieuc, là. Oui. Honnêtement, 95%, je crois, des plateaux, pardon, 90 à 95% des équipes de chirurgie thoracique ont accès à une plateforme robotique. Je crois que Saint-Brieuc, c'était une exception presque maintenant. Toi qui connais. Oui. Ouais. Mais ce n'est pas tant le fait d'avoir un robot, vous l'avez signalé, c'est l'accès au robot. Nous, à Marseille, on a un robot, mais quand vous avez à gérer des urgences, un programme de transplantation, et que vous avez qu'une journée robotique et que vous avez 6 chirurgiens, comment vous faites? On ne peut pas abandonner la chirurgie vidéo. Et le 100% robot n'existera pas dans notre modèle économique. Il n'existe pas aux États-Unis, il n'existera pas en France. Donc la chirurgie vidéo et la chirurgie robotique vont arriver à un équilibre. Je ne suis pas certain que les courbes se croisent. Avec la chirurgie ouverte, je parlais. Non, oui, ça. Avec la chirurgie vidéo. Mais la chirurgie vidéo et la chirurgie robotique, je pense que les courbes vont se rapprocher, mais sans se croiser.
On peut répondre là-dessus. Alors, Jean-Claude Coffignal, qui à l'Académie est très branché sur tout ce qui est innovation technologique. J'essaye de voir. Dans la robotique, il y a quelque chose d'absolument étonnant. C'est-à-dire qu'on croyait véritablement qu'on utiliserait la robotique pour diminuer, on en parlait tout à l'heure, le taux de chirurgie ouverte. On s'aperçoit que l'appétence pour la robotique, elle vient chez les célioscopistes très, je veux dire, qui sont bons. Je veux dire, il y a véritablement une envie. Donc, on a quelque chose de particulier et qu'on a, les courbes se croisent aussi parce qu'il y a un abandon de la technique, en tout cas pour la lobectomie ou pour des segmentectomies, etc. Mais je veux dire, quand vous allez à l'étranger aussi, vous voyez très bien, la robotique, c'est un switch qu'il doit y avoir. Je veux dire, bien sûr, on peut avoir des robots de technique hybride, on n'abandonnera jamais la célioscopie. Je veux dire, quand vous allez dans les cliniques importantes, ou thoraciques, ou etc., on voit les gens, on a 2 robots, on a 3 robots, on a etc. Donc on est encore dans une pensée de parcimonie absolument incroyable, alors que on sait parfaitement que la robotique est quelque chose qui est sur le plan financier, est une manne financière pour la santé publique. On diminue par 2 par rapport à la chirurgie ouverte, à la fois, je veux dire, une partie des complications et surtout la durée moyenne de séjour. Mais calculé pour la France, là, sur les 30 000 chirurgies ouvertes qu'on avait sur 178 000 actes marqueurs, ça faisait 90 millions d'euros de gains, je veux dire, pour la santé publique, renouvelable annuellement. Donc, le fait de réfléchir, je veux dire, et d'imputer le prix du robot à un établissement est une absurdité totale. Les Danois, ça fait 10 ans, et les Danois sont toujours en avance sur les techniques chirurgicales ou sur les organisations, ont fait ce choix. Et là, on voit que le Pays de Galles vient de passer, et la Catalogne aussi, ils sont en train de prendre des décisions. En tout cas, c'est fait pour le Pays de Galles, dans lequel c'est tout robotique pour le cancer, etc., avec des investissements qui sont pas ceux des établissements, qui sont des investissements de santé publique. Oui, je voudrais faire quelques commentaires. Il ne marche pas? Ah bon. Alors, je vais prendre celui qui marche. Bon, je pense que cette présentation d'un centre qui a été pionnier est tout à fait intéressante, surtout quand elle montre la montée en puissance et qu'elle insiste sur l'importance du registre national qui collige tous ces cas et de tous les centres français. Néanmoins, j'ai un commentaire qui me paraît important et qui rejoint la première présentation de la journée. C'est que je crois que dans la formation de nos jeunes, il est essentiel de conserver les 3 approches. L'approche vidéo assistée, robot assisté et l'approche à thorax ouvert. Et ça, je crois que c'est le mérite aussi de pouvoir faire des échanges d'internes, mais je crois que c'est fondamental que les jeunes internes puissent être à l'aise dans un thorax à thorax ouvert. Alors, j'ai une question à poser quand même, parce que je me doutais que sur les présentations montrées, il y aurait eu une présentation un peu extrême. Et la dernière, sur le schwannome trachéal, tout de même, bon, c'est une belle réalisation technique, mais enfin, la chirurgie conventionnelle par sternotomie sans ECMO est quand même le standard quand même dans la chirurgie de la trachée. Hein, alors là, j'ai vu, vous avez mis une ECMO par voie gauche, le patient est tourné ensuite sur le côté gauche. Bon, ça s'est bien passé, mais je pense qu'il faut faire attention parce que c'est très bien, le résultat est beau, c'est la schwannome trachéale, c'est en plus une tumeur de bénigne ou une malignité réduite, mais voilà, faut faire attention parce que faut faire attention au message qu'on peut faire passer. Ça, c'est plutôt pour Jean-Marc que je dis ça parce que je sais qu'il aime bien pousser au maximum l'utilisation du robot. Voilà, il faut quand même faire attention, je crois, au cas qu'on choisit. Bien sûr. Tu veux le marteau? Mais vous me disiez ça aussi il y a quelques années aussi, alors ça me fait plaisir. Mais non, mais d'être prudent. Voilà. Bon, et je vois que ça évolue bien. Mais là, par exemple, je dis pas qu'il faut faire ça. Je dis qu'on peut le faire, mais surtout, ça demande une collaboration très forte avec les chirurgiens cardiaques. Ce qui permet, pour faire une intervention comme ça, il a fallu beaucoup travailler. On avait plus de temps à préparer l'intervention qu'à faire l'intervention. Et donc, finalement, ça s'est bien passé, mais c'est, je trouve, un des éléments importants de la chirurgie mini-invasive, c'est que ça nous oblige à bien préparer les choses.
Et étant donné qu'on avait des vigiles dont vous faisiez partie, en disant faites attention, ça nous a obligés à être un peu meilleurs, je crois. Donc, moi, je partage votre avis sur le fait qu'il faut apprendre à faire des thoracotomies. Mais là, vous voyez, par exemple, on va à Caen la semaine prochaine pour aller faire des cadavres, pour faire des thoracotomies, parce qu'on n'en fait plus, effectivement. On va prendre une voie postérieure, une voie antérieure. Mais voilà, on ne va pas ouvrir des patients juste pour la formation. Non, mais c'est ça qui est difficile. Jean-Marc, j'entends l'argument qui est tout à fait recevable, mais je me place à un point de vue plus général, au niveau national. Je pense que pour tous nos jeunes chirurgiens thoraciques en formation, il est important qu'ils aient les trois approches. Mais ce qui va se passer dans la réflexion que l'on a sur... parce que moi, je pense que pour les exéreses pulmonaires, les courbes vont se croiser. On fera plus de vidéo, on fera plus que du robot, si on a accès au robot. Ça, j'en suis convaincu. Et il faudra aussi former. Moi, j'oblige mes chirurgiens à refaire de la vidéo et certains me font la tête parce que moi, j'ai un accès total au robot. Donc, je leur dis, ben non, c'est important pour une lobectomie simple de le faire en vidéo pour apprendre aux internes parce qu'on n'a pas forcément accès tout le temps au robot. Voilà. Et puis, je leur dis peut-être qu'un jour, je vais dire, bon, voilà. Donc, voilà. Mais ils traînent un peu des pieds. Je suis obligé de dire, non, c'est important. Voilà. Donc, ça, moi, à mon avis, il va y avoir des courbes qui vont se croiser, mais c'est pour ça qu'il faut réfléchir actuellement sur les équipes et il faut mixer les équipes avec des gens qui vont travailler à deux. Le jour où il faudra faire une intervention à ciel ouvert avec quelqu'un de plus vieux et quelqu'un de plus jeune. Voilà, c'est là, c'est effectivement ces technologies où ça va très, très vite parce que j'entends Jean-Claude Coffinhal nous parler du robot, de la France, on est en retard, mais pas toujours. Parfois, on va très vite en France. Et ce qui est vrai aujourd'hui, demain, l'est peut-être plus parce que ça accélère. C'est incroyable d'ailleurs. Moi, je suis venu faire la première présentation à robotique thoracique ici à l'Académie en 2015. J'étais un petit peu seul. Il y avait Louis Labrousse qui était là, qui avait fait un peu de robot cardiaque. Mais en l'espace de 7-8 ans, si vous m'aviez demandé en 2015 ce que j'en pensais, je ne vous aurais pas dit qu'on avait fait 13 000 procédures 8 ans après. Ça va très très vite et c'est en train de s'acutiser de manière incroyable. Et c'est un peu comme la digitalisation de la chirurgie avec les bases de données et tout ça. On voit bien qu'à l'heure actuelle, les gens qui font de la robotique sans filmer leur intervention, je trouve ça aberrant. On a une machine qui vaut 2 millions de dollars et on n'est pas capable de faire un film et de faire une boîte noire. Voilà. Et donc ça, c'est quand ça va rentrer dans les mœurs, toutes ces interventions vont être colligées, on va avoir des bases de données, des serveurs, et ça va aller très 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 vite. Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans quand on reviendra, parce qu'on dira, mais ça sera incroyable d'ailleurs. Philippe Edouard. Oui, moi, alors c'est pas un commentaire, c'est plus une réflexion que je voudrais faire en commun en tant que coordonnateur du collège, c'est sur la formation. Ces ruptures technologiques, là, on a Benjamin, c'est un bon exemple. Finalement, il a été formé dans de mini-invasifs. C'est sur les 10 dernières années, alors que les 30 ans précédentes, on avait formé les chirurgiens de la même façon. Et donc, on vit cette période de transition. Il faut les former à la vidéo en 6 ans. Il faut les former au robot en 6 ans. Il va falloir trouver une façon de les former à la chirurgie ouverte en 6 ans. Ça paraît assez difficile. Ça dépasse le cadre universitaire. Est-ce que notre organisation française, avec des centres qui sont validés pour faire 40 exérèses par an, est-ce que ça répond à cette organisation? Non, probablement pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que ces ruptures technologiques, elles changent complètement nos pratiques. Oui. Moi, j'ai Oui. fait un petit commentaire sur la chirurgie ouverte. Avec l'essor de l'immunothérapie, on se retrouve à réopérer des pancostobias, des tumeurs volumineuses qui ont répondu, des gens qu'on n'aurait jamais opérés auparavant. Et ben, on pourra toujours faire de la chirurgie ouverte et je pense qu'on va en faire de plus en plus. Autre remarque? Moi, je voulais continuer sur le coût. En quoi l'allongement d'intervention augmente-t-elle le coût de l'utilisation des robots? Parce qu'on ne l'utilise pas pour d'autres interventions ou parce que en soi, c'est plus onéreux? Benjamin en a parlé tout à l'heure. Il a dit, si j'ai bien compris, plus l'intervention dure, plus le coût de celle-ci est important, indépendamment du fait que tout le monde est là, etc., simplement par l'utilisation prolongée de l'appareil. Non, Ou alors j'ai mal compris. j'ai dit que le coût était élevé au départ, mais que plus le chirurgien monte en expérience, plus il va diminuer les coûts de consommables, effectivement, et dans ces études socio-économiques, ils prennent aussi le temps d'occupation de salle. Donc, plus le chirurgien va aller vite, plus il va pouvoir intégrer une troisième intervention, et donc ça va diminuer, ça va augmenter Et moins de consommables. et moins de consommables. Ouais,
Non, on consomme plus en fait. Mais autrefois, on faisait une lobectomie dans la journée et on mobilisait une salle opératoire et une équipe pour la journée. Maintenant, on en fait 3 dans la journée, on finit à 17 heures. Alors parfois, c'est beaucoup de pression, hein. Alors, là, ce qui pose problème actuellement, c'est pas tellement le financement de ces machines aussi, hein. C'est le temps passé dans nos blocs opératoires où on est très contraint, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire remonter. Parce qu'évidemment, bah, il faut organiser. Donc, plus on en fait, c'est sûr, moi, ça coûte de l'argent, ça c'est certain. Maintenant, si vous regardez une plateforme robotique classique type X, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est 800 000 euros hors taxe. On est loin des 2 millions. Donc, vraiment, le coût de la robotique, là, puisque étant donné qu'ils ont le monopole en ce moment Intuitive, pendant très longtemps, on disait que les prix allaient rester très hauts, que finalement, on avait toujours payé très cher, ce qui n'est pas vrai. C'est que la robotique coûte moins cher maintenant qu'il y a 5 ans. Voilà. Puisque le XI vaut 2 millions. Voilà. En revanche, eux, ils ont implémenté dedans des devices, donc les agrafeuses, de l'énergie, tout ça. Donc eux, en revanche, ils gagnent plus, de plus en plus, ça c'est sûr. Merci beaucoup.